euh, Now again. à 2 pas de son ordinateur. Et donc, je vous propose de commencer, puisqu'il est l'heure, on est 11, ce qui n'est pas terrible, mais l'heure, c'est l'heure, et la ponctualité, c'est la politesse des rois. Donc, soyons royaux, de manière à ce que tout le monde puisse en avoir pour son intérêt. Et l'intérêt, c'est de commencer à temps. Nous sommes à la 4e et dernière semaine, aujourd'hui le 22 juin, et on va vous parler de la sous-traitance et des fonctions en aval. Alors, l'aval, vous allez me dire, mais l'aval de quoi? Parce qu'effectivement, quand on a un aval et l'amont, quand on parle de ces deux choses-là, c'est en référence à, c'est par rapport à une référence. Là, on va parler de l'aval, c'est plutôt l'entreposage et le transport-distribution. Donc, la référence, ça serait l'achat, puisqu'on a déjà discuté de l'achat. Donc, en aval de l'achat, il y a bien donc l'entreposage au niveau central, régional, au district, ça s'applique aussi à Madagascar, et les formations sanitaires, elles entreposent aussi. Et on va parler du transport-distribution. On pourrait parler de l'assurance qualité aussi, on pourrait parler de l'usage rationnel des médicaments. Tout ça, c'est des choses qui se passent en aval de l'achat. Et donc, puisque on sait que Madagascar est dans le processus d'établir le plan stratégique de la chaîne d'approvisionnement et que vous avez fait la cartographie des flux, vous avez compris que la centrale d'achat, Salama, ce n'est pas toute la chaîne d'approvisionnement du pays. On peut parler d'épine dorsale, elle est très importante puisqu'elle fait l'achat des produits MEG, elle fait l'entreposage des produits MEG et des produits programmes, et elle fait le transport de distribution, mais jusqu'au niveau régional. Ensuite, vous avez un autre acteur. Vous avez un acteur de district. Vous avez les dépôts. Si les formations sanitaires ne font pas leur boulot dans l'entreposage et de la gestion et la dispensation, et bien à ce moment-là, vous allez avoir des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, eux aussi, ce sont des acteurs très importants de la... Voilà, Gilles est parmi nous. Donc, j'avance d'une diapo pour laisser à Gilles, ou si tu veux que je continue, Gilles, je peux faire ça si tu veux. Parfaite. Vas-y, Pierre, je bois tes paroles. Ouais, au 29e étage, on est lancé. Donc, soutiens-moi. Voici un sondage rapide. Comme toujours, on cherche à savoir comment vous allez. Vous, les 13 de quiz, please. Priyanka ou Sanjay. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Merveilleusement bien, plutôt moyen. 28 heures de trajet, Londres, Genève, Abu Dhabi, Singapour, Jakarta, donc je me sens plutôt moyen, un peu fatigué quand même. Mais c'est important de savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui pour comprendre l'énergie. Et on attend la réponse du sondage. Une personne s'est intégrée depuis le sondage, c'est bien. Merveilleusement, enfin plutôt bien à 50%, et puis merveilleusement bien à 40%, donc c'est pas mal, et c'est peut-être moi qui correspond aux 10% de plutôt moyen, mais c'est pas grave. On va y aller. Ok, c'est bien de savoir que vous vous sentez bien aujourd'hui. Maintenant, Gilles, je te laisse la parole. Ok, pas de
Pas de problème, je prends la suite. Pierre, merci, désolé pour le retard, hein, à toutes et à tous. Donc bonjour, bienvenue hein, pour cette nouvelle et dernière session pour cette semaine 4 hein, du cours. Donc déjà, on va commencer peut-être par un petit échange pour prendre un peu, Pierre a déjà pris la température voilà, pour savoir comment était l'ambiance, comment les gens se sentent. Mais maintenant, peut-être de manière plus spécifique sur le cours, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des suggestions, des clarifications à ce stade de la progression, des points que vous souhaiteriez qu'on clarifie? Donc, on peut prendre quelques minutes pour faire des échanges là-dessus. Encore une fois, vous connaissez le truc, on lève la main, hein, on va dans réaction, la petite icône avec la petite main, on clique, voilà, vous maîtrisez ça parfaitement, donc pas la peine de le redire. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler là, dans le groupe de Serge, on vous écoute. Il y a quelqu'un qui a pris la parole dans le groupe de Serge, oui, la main est levée, on vous écoute. Bonjour madame. Oui, oui, bonjour, c'est Swafarat Salam. C'était juste par rapport au. Peut-être que c'est vraiment lié aux applications et l'ordinateur, mais c'est juste une remarque, hein, la synchronisation en fait des étapes achevées entre le téléphone et l'ordinateur et la version sur le net n'est pas forcément automatique et des fois on doit refaire le test que j'ai déjà fait sur le téléphone. Et peut-être que je ne sais pas, c'est un problème d'incompatibilité des deux ou voilà. C'est tout. Merci. Merci beaucoup pour ce retour. On va vérifier, hein. On va vérifier ça. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de problème. Si vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à nous le rapporter parce qu'en effet, ça doit être un problème technique. Il faut absolument qu'on aille creuser et régler ça. Oui, à la main levée de Anta SMSR. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai un petit problème sur le passage de la leçon 3. Je n'ai pas pu passer, même si j'ai déjà fini le cours. Je n'ai pas pu passer à la suite jusqu'à maintenant, depuis dimanche. J'ai travaillé dessus. Donc, je suis bloquée sur M3L3. OK. Vous avez envoyé un message à Priyanka ou pas? Je ne me souviens pas. C'était dimanche et j'avais beaucoup de choses à faire après. Je ne savais pas si je l'ai déjà contacté. Pas de problème. On va prendre ça je ne me souviens pas. Ok, merci. On va prendre ça en compte. On va prendre ça en compte. On va essayer de débloquer le passage. On va essayer de débloquer le passage. Merci. Merci Priyanka. Comme je sais que tu nous entends, je suppose que tu as pris note de ça, mais sinon je vais marquer aussi. Et on fera un suivi. Merci beaucoup. C'est noté. C'est noté. C'est bien noté. Merci Priyanka. Je le savais, mais c'était juste pour le redire. Est-ce qu'il y a d'autres points que quelqu'un veut partager, d'autres questions? Merci pour la vidéo, hein, Anta. Ça fait plaisir de voir le ciel malgache derrière vous. Hein. Oui, merci. je suis en mission dans la région sud-est de Madagascar. Et je profite un peu de vous faire aussi admirer le paysage malgré le temps. Merci beaucoup. C'est très apprécié. C'est très apprécié. Le temps a l'air magnifique. Merci Frédéric pour la vidéo. Tiavina, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. En fait, j'ai une petite question par rapport à la calcul tendance dans Excel. Oui. En fait, j'ai vraiment regretté de ne pas pouvoir assister à la cour précédente parce que je n'étais pas du tout en forme. Et malheureusement, il n'y a pas eu de vidéo. Et en fait, après, j'ai continué le cours sur Hive et j'ai répondu à toutes les questions questions par rapport à la calcul tendance CMM. Et quand j'ai fait l'exercice, je n'ai pas pu trouver la vraie réponse dans mon Excel par rapport à la réponse proposée au questionnaire.
Et j'ai pris la réponse par rapport à moi, approximativement par rapport à ce que j'ai calculé dans l'Excel. Je sais pas si est-ce que la question proposée dans l'exercice était, il y avait une erreur ou c'est le calcul dans mon Excel qui avait une erreur? Pourtant, j'ai suivi le même formule. Dans l'exercice, quand même, on le fait en général toutes les fois, donc je ne Ouais. pense pas qu'il y ait d'erreur. C'est le Uh-huh, même exercice qu'on refait à chaque session. uh-huh. Mais peut-être que vous pouvez nous envoyer par mail votre tableau Excel. Vous l'avez Ah oui, uploadé? oui. Je peux vous envoyer, oui. Si vous l'envoyez, on va le regarder et on va voir si jamais il y a une erreur ou pas. On essaiera de faire la comparaison. Ah, ok, d'accord. Merci, Gilles. Ok, Non, merci à vous. Merci à vous. oui. Merci à vous. Et c'est pas évident, hein, monsieur Tavina, c'est pas évident cette fonction. Et ce qu'on recommande, c'est souvent quand on clique fonction Excel, on a en bas à droite de la fenêtre, il y a marqué aide sur cette fonction. Il faut cliquer sur l'aide de cette fonction parce qu'il y a une manipulation dans laquelle il faut appuyer sur CTRL-ALT qui n'est pas évidente à faire. Elle demande un peu de pratique. Hein. Oui, d'accord, Donc, merci. je suppose que c'est ce genre de manipulation qui n'a pas été complète, mais on Oui, vérifiera. d'accord. Oui, d'accord. Oui, merci. Merci beaucoup pour ces commentaires. D'autres points, j'ai vu que sur le forum de discussion, il y a Ramaeri qui a mentionné aussi le même problème pour le passage d'un module à l'autre qui est parfois difficile. Donc, peut-être bien à prendre ça en compte. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a un micro qui s'est ouvert. Tokinaina Rakotoson, on vous écoute. Bonjour. Je suis Bonjour. en train d'entrer dans la réunion et mon micro est encore ouvert. Ah, d'accord, excusez-moi. Donc, ce n'était pas une commentaire. Il n'y a pas de problème. Bienvenue. Bonne arrivée. Merci beaucoup. S'il y a d'autres suggestions, d'autres questions, d'autres commentaires sur les semaines 1 à 3, on peut les prendre maintenant. Et s'il n'y en a pas, je vous propose que l'on continue. Gilles, est-ce qu'on pourrait demander aux participants, si maintenant on est 21, si sont compte de logie des 5 pourquoi, de passer du symptôme à la cause, aux causes intermédiaires et ensuite à la cause fondamentale, aux causes fondamentales. Vas-y, en effet, on peut demander si jamais en effet ce passage. On va revenir un peu dans le cours là. On va prendre 5 minutes pour revoir un peu l'approche des 5 why et des éléments. Donc, on va rediscuter de ça. Mais si jamais il y a un commentaire maintenant, on peut le faire. D'ailleurs, on pourrait maintenant discuter tout de suite. Hein. Je pense qu'il va falloir y aller. On peut prendre l'opportunité de faire ça tout de suite, hein, si tu veux, de discuter un peu les. Des commentaires là-dessus, Madame Manta, ça vous intéresse ou pas, ce genre de… Je vous prends, vous êtes en dessous en vidéo, donc on a envie de vous parler. Mais ça vous a intéressé? Vous pensez que ça peut vous être utile? Moi, c'est une philosophie, hein, chercher toujours pourquoi. Ça m'a beaucoup intéressé. Un peu l'enthousiasme, c'est le blocage à la fin de chaque… toujours des problèmes durant l'apprentissage. La voix est assurée, Madame Manta. Ah, attends, je vais mettre ton… Oui, et je pense que c'est un problème de connexion. Allez-y. Comme ça va? Oui, très bien, on vous entend extrêmement bien. OK. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Ce qu'on fait, ce qu'on a fait depuis, ce qui m'a diminué mon enthousiasme, c'est le blocage à chaque fois, parce que j'avais déjà ce problème durant
M2 et maintenant M3 bloqué à L3. Je n'arrive pas à conclure, c'est pour cela que c'est simplement ça, mais si je serais débloqué, je crois que je finirai aussi le cours, hein, comme tout le monde. D'accord. Merci, merci beaucoup. On Pierre, va traiter ça. Ce que je te propose, Pierre, c'est puisqu'on a commencé à parler des 5 why, là, si tu l'as sous la main, est-ce que tu peux nous présenter la dernière version qui avait travaillé? Et est-ce qu'on l'a mis, sur est-ce qu'on l'a mis sur ah pardon. Je crois que Sanjay va nous mettre non? La slide tout de suite. OK. Je te laisse. I leave you the control, Sanjay. Or I don't know what. Do you have it on the slide? We would like to show. Il y avait le fichier Excel, le fichier Word sur lequel tu avais mis les dernières informations. Je pense que c'est ça qui serait intéressant de voir. Oui. OK, donc Sanjay va nous présenter une autre manière voilà. Alors, on espère que c'est pas trop petit pour vous. Can you increase a bit? Voilà. Regardez. J'ai fait un nouveau fichier basé sur un fichier Word. Donc, on a bien le problème numéro 2, le calendrier de livraison du niveau central vers les établissements de santé est irrégulier et plusieurs fois, les commandes des établissements de santé ne sont pas satisfaites en quantité et à explication. En aval, les formations sanitaires viennent chercher leurs commandes au district trop fréquemment, plutôt que tous les 2 mois, selon la procédure opérationnelle standard. Et ça, c'est ce que la dernière discussion de mercredi dernier a conclu. En amont, alors, on parle de, oui, les livraisons de l'aval ou de l'amont. Donc, j'ai distingué les trois. En amont, la Salama livre les districts de manière irrégulière. Pour moi, c'est le deuxième chose qu'on apprend dans cette phrase. Et ensuite, troisième point, les districts ne satisfont pas toujours les commandes des formations sanitaires quand ces dernières viennent les chercher. Et donc, on a changé un peu le format pour essayer de dire que s'il y a un problème, un symptôme que vous avez ici à droite, les formations sanitaires viennent chercher les commandes au district trop fréquemment. Le premier pourquoi. Pourquoi les formations sanitaires viennent trop fréquemment? Parce que leur dernière commande a été rationnée sur plusieurs produits. Donc, ça veut dire qu'ils sont en rupture de stock sur les produits qui ont été rationnés à la fois précédente. Ainsi, on passe du symptôme problème A, on passe à la première cause médiaire A1 que vous voyez dans la deuxième colonne en allant vers la droite. Ensuite, si on se dit pourquoi, deuxième pourquoi leur dernière commande a été rationnée sur plusieurs produits. À ce moment-là, on va en suivant la flèche bleue, on va à la colonne plus vers la gauche, parce que le dépôt du district était en rupture de stock sur ces produits. Donc, on atteint la cause intermédiaire numéro 2 qui s'appelle A11. Après la A1, après le problème A. Si on se pose un troisième pourquoi le dépôt du district était en rupture de stock sur ces produits, à ce moment-là, on passe vers la gauche parce que l'entrepôt régional de la Salama n'a pas reçu à temps la livraison trimestrielle de l'entrepôt. Et ici, si on se pose pourquoi l'entrepôt régional de la Salama n'a pas reçu à temps la livraison trimestrielle de l'entrepôt central, on peut avoir, selon moi, 2 causes intermédiaires. Parce que le camion dédié était en panne. Et donc, on est à A1111. Et on a A1112. Et on peut avoir encore un cinquième
un cinquième pourquoi le camion dédié était en panne. Et vous voyez, on a des branchements maintenant. Parce que la flotte de véhicules de Salama est vétuste. Je ne dis pas que c'est la réalité. Ensuite, pourquoi le camion dédié était en retard? Cinquième pourquoi? Parce que la gestion de flotte des véhicules de Salama manque de performance. Vous voyez? Pierre, on ne t'entend plus. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai perdu Pierre ou tout le monde l'a perdu? Bon, je crois que tout le monde a perdu Pierre. On l'a perdu. Bon. C'est tout le monde. Bon, ok. Donc, on va continuer. En effet, comme Pierre le montre, il y a une chose qui est intéressante dans la manière dont on a déroulé cette fois-ci avec ce nouveau format les causalités, c'est que quand il y a des problèmes qui sont un peu compliqués, on peut, dans la première version, on avait une organisation très, très linéaire. En gros, chaque problème a une cause et chaque cause, on va trouver une cause profonde, et puis une cause profonde, puis une cause profonde. Or, on sait bien qu'en vérité, en général, quand il y a des problèmes un peu complexes, il y a une multitude de causes, il y a des interférences. Donc, comment on présente ça? C'était un point qui était un peu limité avec le premier format qui était donné. Et là, avec ce format Excel, Sanjay, maybe you can go a bit below. Voilà, quand on regarde ça, vous voyez que pour une cause A, il y a A1, puis il y a A11, A12, A13. On peut descendre on peut avoir une espèce d'abaissement un peu des causes et de multiplication des causes. Si vous le permettez rapidement, je voudrais juste… Tu es déconnecté. Oui, tu as été déconnecté. Moi, j'ai un peu avancé. Pas de problème. Tu peux rapidement finaliser ce que tu avais commencé, Pierre, vas-y. Et puis, je passerai, moi, une présentation sous mind map de la dernière version du problème qui a été discuté aujourd'hui. Et après, on pourra avancer sur le cours. Si tu veux clore la présentation du document. Alors, tout à fait. Alors, vous voyez, ensuite, comme on a… Sanjay, can you go down a bit? Voilà. Donc ensuite, on peut expliquer aussi A1,2 parce que le dépôt de district n'a pas assez d'espace de stockage et a moins que 3 mois en stock. Vous voyez, on tombe sur des causes fondamentales qui sont complètement différentes. Le premier, en haut à gauche, c'est que la flotte de Salama est déficiente et le A1,2, c'est qu'en fait, le dépôt de district n'a pas assez d'espace de stockage et donc il a 3 mois de stock. Donc ça veut dire qu'il y a 3 formations sanitaires qui viennent. S'il a 1 mois de stock, parce que l'entrepôt est trop petit, c'est un problème de volume. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas les mêmes acteurs, ce n'est pas les mêmes problèmes. Donc c'est très important de faire ce travail en arête de poisson, essayer de trouver les causes fondamentales à tous les autres et à toutes les causes fondamentales à toutes les causes intermédiaires. Et on peut faire ça qu'avec du visuel, en voyant exactement si c'est vrai que le dépôt de district n'a pas assez d'espace de stockage, parce que vous pouvez aussi trouver comme pourquoi le dépôt de district n'a pas assez d'espace de stockage, c'est parce que la moitié de son espace est utilisé par des cartons et des palettes. Et donc, il n'a pas nettoyé tout ça. Vous voyez, ce n'est pas forcément qu'il n'a pas de volume, mais ça peut être aussi qu'il n'a pas assez de volume d'espace mètre cubique, mais ça peut être aussi qu'il n'a pas optimisé ça. Ça peut être qu'il reçoit 2 fois par an au lieu de recevoir tous les mois. Et vous rentrez dans des bonnes réflexions qui va vous permettre de trouver la cause fondamentale, de traiter cette cause fondamentale. Et croyez-en des experts, souvent on investit à mauvais escient parce qu'on ne sait pas poser ces bonnes questions et donc on augmente la taille des dépôts de district, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Le problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de fréquence. Si les dépôts de district étaient livrés tous les mois, à ce moment-là, ils n'auraient pas besoin de 6 mois de stock. Ils auraient besoin de 2 à 3 mois de stock. Et à ce moment-là, leur espace, il est forcément suffisant. Donc, on va vous envoyer par email
et aussi probablement par le groupe de discussion, de manière à ce que vous ayez ce canevas et que vous puissiez l'appliquer dans votre quotidien et surtout pendant le développement du plan stratégique. Parce que ça va vous, sans ça, le plan stratégique va investir sur des endroits qui, en fait, ne sont pas un problème. C'est qu'on n'a pas assez réfléchi sur quel est le problème de cause fondamentale. À toi, Gilles. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Alors, merci vraiment pour cette présentation. En effet, je veux juste prendre vraiment 3 minutes pour présenter une alternative que vous connaissez probablement déjà en termes de présentation, qui sont les présentations avec ce qu'on appelle en français des cartes heuristiques et ce qu'on appelle en anglais les mind maps. Donc voilà, juste sur la question qui avait été posée cette semaine, hein, on a eu peu de réponses, donc on va pas trop développer. Hein. On a eu 2 personnes qui ont répondu, mais si on présente les réponses qui ont été faites cette fois-ci sous un format de carte mentale, hein, de carte heuristique, en fait, ça donne ce genre de format. Hein. Alors, il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser pour les faire sur Internet, mais souvent le plus simple, et je suis sûr que vous l'avez déjà fait en workshop, c'est de faire ça sur un papier avec des post-it, un crayon ou quoi que ce soit, des marqueurs et de faire ça de manière collective. Mais ça permet vraiment de visualiser les problèmes. Donc aujourd'hui, si j'ai pris les informations qui nous ont été données, hein, donc si je regarde les notes, en effet, il y a Jean-Frédéric qui nous a envoyé des contributions. Et puis, il n'y a pas que Jean-Frédéric, d'ailleurs, je crois qu'il y a aussi Florent. Voilà, Jean-Frédéric et Florent, vous nous avez envoyé des contributions, donc on vous remercie vraiment pour ça. Sur les questions qu'on a mis ici en post-it, hein, c'était quelles sont les différentes causes qui conduisent à un manque de coordination par les parties prenantes, quelle est la cause fondamentale et comment on peut améliorer. Donc voilà en gros hein, les questions qui étaient posées. Et vous pouvez utiliser hein, des systèmes de brainstorming avec des… Alors là, pour le coup, c'est encore plus visuel hein, que ce qu'on faisait sur Word. Vous avez la faible coordination au centre. Vous avez les problèmes de communication qui ont été soulevés, avec en effet un problème autour des informations, les informations qui sont partagées, qui sont des informations erronées, telles que ça nous était dit. Donc, tout l'élément sur la communication, la coopération, la collaboration. Donc, tout cet élément-là sur les communications, c'est un premier point qui est assez visible pour les problèmes âgés. Il y a un autre point qui a été soulevé, qui est le problème des outils de gestion. C'est qu'il n'y a pas d'outils de gestion qui étaient disponibles pour faciliter cette coordination. Un autre point qui a été soulevé… Et Gilles, oui. si je peux me permettre de t'interrompre, outils de gestion, ce n'est pas un problème. C'est absence d'outils de gestion. Il faudrait mettre ça pour être beaucoup plus précis. Communication. Oui, alors justement dans la mind map, le point, c'est surtout d'abord, dans un premier temps, quand on est là, de présenter l'enjeu autour des outils de gestion. Donc, tu as tout à fait raison. Et ensuite, quand on va dans les détails ici, c'est là qu'en effet, on précise exactement de quoi il s'agit. Et là, donc, en effet, comme tu l'as dit, on met absence d'outils de gestion. Qu'est-ce qu'on appelle un outil de gestion? À mon avis, il faut être beaucoup plus précis, c'est sigle, absence de sigle. Et donc là, en effet, donc, on peut mettre sigle. Je ne cherche pas, en fait, là, dans l'exercice, juste à… C'est vraiment plus pour le process que pour le contenu en tant que tel. Mais voilà, juste pour montrer qu'il y a une façon assez visuelle. Vous voyez, donc là, il y a des commentaires qui sont faits, des contributions de Pierre. On les met, sigle, absence d'outils de gestion. On peut écrire comme ça les détails, tous les points qui sont importants. L'autre point qui a été mis, voilà, c'était les procédures, la formation du personnel. Il n'y a pas… Alors, les procédures, c'est quoi le problème sur les procédures? Ben, ce n'est pas qu'il n'y a pas de procédure, puisqu'il y a des procédures. Mais c'est la mise en pratique du manuel de procédure qui n'est pas bien fait. Vous voyez, donc là, en effet, on a un problème qui n'est pas de procédure, mais c'est que bien qu'il y ait des procédures, les procédures ne sont pas faites. Et donc ça, du coup, ça nous emmène directement à la formation. Et donc, en effet, il y a un problème de formation, c'est que même s'il y a des procédures, même s'il y a des outils, et même s'il y a différents éléments pour la communication, ben, les gens ne sont pas forcément formés pour travailler sur la coordination. Et derrière, en fait, il y a un autre élément qui a été soulevé encore, qui est l'élément d'organisation. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes ces réponses, mais vraiment ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a d'autres outils que l'outil Word.
L'outil Word est très bien pour des gens qui ont un esprit très rationnel, très linéaire et qui arrivent voilà, très analytique. Pour des gens qui ont un esprit plus visuel et plus, on va dire, systémique, je propose plutôt voilà, d'utiliser la feuille de papier ou numérique, ouais. Exactement, que ce soit en feuille de papier, que ce soit en numérique, que ce soit quel que soit le moment où vous allez vouloir utiliser. Voilà. Je voulais juste partager donc cet élément-là avant qu'on reprenne voilà, le cours du cours. Et peut-être, si vous voulez, on vous partagera quelques sites qui sont très pratiques pour tout ce qui est justement mind map et ce genre de choses. Peut-être qu'on peut revenir au PowerPoint et aux slides. Sanjay, if you can. Thank you. Thank you. Donc voilà pour ça. Très rapidement, pour refinir l'introduction de ce cours, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Donc cette semaine, c'est sur les fonctions aval et les fonctions capacitantes de la chaîne d'approvisionnement. Donc nos modules M6, M7, avec voilà, les modules habituels et les chats et les discussions habituelles sur sommes-nous sur le même bateau. Devoir hebdomadaire 4 qui sera sur la distribution au dernier kilomètre. Sur le cours, il y a moins d'absence. Il y a des gens qui ont essayé de rattraper. On sait qu'il y a des gens qui nous ont communiqué qu'ils avaient vraiment des gros problèmes en termes de charge de travail qu'ils ont actuellement pour pouvoir être présents sur le cours. Donc voilà, il n'y a pas de. C'est juste voilà, qu'on soit clair. C'est important pour nous de savoir pourquoi vous ne pouvez pas participer. Est-ce que c'est un problème de connexion? Est-ce que c'est un problème de temps? Est-ce que c'est un problème d'intérêt? Est-ce que c'est un problème de… Voilà, tous ces éléments-là, c'est important pour nous, pour qu'on essaie de prendre en considération tous les points. Et puis aussi pour le partenariat qui a été mis en place, vraiment qu'on soit clair sur les engagements, les capacités d'engagement et le retour sur investissement qui a été fait. Donc bravo en tous les cas pour ceux qui sont voilà, à la tête pratiquement en ligne avec la ligne verte. Et courage à ceux qui sont un peu derrière et qui ont encore du travail à rattraper. Rien n'est fini, il vous reste encore une semaine. Tout le monde peut encore rattraper le train et voire même la locomotive. Voilà, on a travaillé sur ce point-là, donc on a mentionné déjà les points qui étaient mentionnés dans le truc. Juste un point qu'on n'a pas mentionné, c'est en effet les recommandations. Je n'ai pas mis les recommandations dans la carte heuristique, on peut les mettre. Donc, c'est une chose aussi à prendre en compte. Donc, merci à Jean-Frédéric et merci à Florent pour vos contributions sur renforcer l'importance et l'utilité des comités. Unités techniques de gestion logistique à la région et comité d'approvisionnement des stocks. Donc, ça, vraiment, bravo. C'est en effet la collaboration dans la supply chain, c'est fondamental. Il n'y a pas de supply chain sans collaboration. Il n'y a pas de collaboration sans communication. C'est vraiment, vraiment très, très, très important. Une supply chain qui marche, c'est une supply chain où il y a une bonne collaboration. On le voit très bien quand on parle de chaîne. Ce qui fait la force d'une chaîne, en effet, c'est les maillons, c'est les liens entre deux étapes. Donc, s'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de chaîne. Donc, il n'y a pas de chaîne d'approvisionnement. Donc, vraiment, c'est très, 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 très important. Donc, aujourd'hui, on va aborder les points liés à la sous-traitance et comment sous-traiter ou comment ne pas sous-traiter. La sous-traitance n'est pas une obligation. C'est comme toujours, il y a des modes. Il y a des modes où on pousse tout le monde à tout sous-traiter et puis il y a des modes où on pousse tout le monde à tout internaliser. Donc, l'important, c'est, indépendamment des modes, de faire les choix justes dans le cadre où on se trouve. Donc, on va essayer de revoir ça, de voir un peu comment on peut avancer là-dessus aujourd'hui. Je vous propose de commencer par planter un peu le décor et puis Pierre, après je te passe la main ou tu préfères planter le décor et tu me passes la main? Moi, je te laisse planter, tu es un bon planteur. Voilà, je vais planter le décor. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est que la sous-traitance? Donc, la sous-traitance, vous le savez tous et toutes, probablement déjà d'une manière générale, c'est quand on prend une partie de son activité voilà, et qu'on engage un prestataire pour mener à bien ses services. Donc, par exemple, un service qui est très souvent externalisé,
ou qui est sous-traité, externalisé, sous-traité, hein, c'est à peu près les mêmes. On externalise quelque chose et on le passe à un sous-traitant. Donc, c'est la sécurité. Par exemple, la plupart des entrepôts aujourd'hui font appel à des services de sécurité externalisés. Ça peut être internalisé, hein, mais la majorité des cas aujourd'hui, c'est externalisé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un métier central, hein, dans la gestion de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement que de gérer la sécurité. La sécurité, c'est un métier très particulier qui n'est pas forcément le cœur de métier d'une organisation de supply chain. Donc voilà, on a listé quelques activités ici, les processus d'achat. En effet, même l'achat peut être externalisé. Ça peut sembler parfois un peu contre-intuitif, mais il peut y avoir des activités d'achat qui sont externalisées à un sous-traitant externe. La gestion des bâtiments, l'entreposage central, voire l'entreposage intermédiaire sont des activités qui peuvent être externalisées. Le transport est très souvent externalisé, voire mix. C'est-à-dire qu'une partie du transport peut être externalisée, par exemple le dernier kilomètre ou le transport en approvisionnement entre les entrepôts. Ce sont des choses qui peuvent être externalisées. Une partie peut être externalisée et une partie peut être la destruction des déchets. La destruction des déchets, en effet, est très souvent externalisée. Hein, voilà, ça peut être les incinérations, ce genre de choses. Parfois, ce n'est pas en interne. La gestion de l'informatique, la gestion du parc informatique, en effet, c'est parfois aussi externalisé. Les bases de données peuvent être externalisées. Donc, voilà un peu ce que c'est que l'externalisation, trouver le juste équilibre entre ce qu'on garde en interne et ce qu'on va passer en externe. Donc, en quoi la sous-traitance peut-elle être bénéfique? Bon, voilà, certains problèmes qu'on peut essayer de résoudre. Hein. Donc, parfois, il peut y avoir un manque de compétences en interne, une forte rotation des employés. Si on est dans un secteur où, en effet, parce que pour des raisons de type de contrat, pour des raisons d'attractivité, il est difficile de sécuriser, de mobiliser du personnel sur la durée, dans ce cas-là, il peut être intéressant d'externaliser l'activité vers alors des 3PL, 3PL, hein, ça veut dire Third Party Logistics, c'est de l'anglais, ça veut dire des parties tierces logistiques, donc c'est tous les acteurs de la logistique qui gèrent des fonctions très spécifiques et qui se placent en position de sous-traitant. Donc, en effet, ce sont des gens qui vont avoir développé une expertise très particulière. Ça peut être sur le transport, ça peut être sur la gestion de l'entrepôt. Et donc, ces personnes-là, pour une organisation, par exemple, comme une centrale d'achat, qui veut peut-être se centraliser concentrer ses ressources sur la capacité d'acheter, justement, sur tous les processus achat et d'approvisionnement, elle peut décider à un moment ou à un autre d'externaliser d'autres compétences logistiques. Les ressources limitées, parfois, si vous avez des ressources limitées, externaliser, c'est un bon moyen de payer les choses à un prix, je ne vais pas dire forcément réduit, parce qu'en effet, le prix peut être parfois même plus cher qu'en interne, mais il n'y a pas d'investissement initial. Donc, ça peut éviter, en effet, d'avoir un investissement initial à mettre en place. Et puis, ça peut, comme on le voit aussi, variabiliser les coûts. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez payer que quand il y a de l'activité. Par exemple, pour le transport, si c'est en interne, vous allez payer le coût de votre flotte. Le coût de votre flotte, c'est-à-dire le coût des camions, le coût des chauffeurs, tous les coûts annexes en termes de système, vous allez le payer tout au long de l'année. Et si jamais vous avez 50% de votre flotte qui ne fonctionne pas 50% de l'année, vous allez quand même continuer à payer les coûts qui sont liés à cette flotte. Donc, voilà un peu pour les éléments. Et si jamais vous faites appel à un prestataire externe, ben, vous allez le payer que quand son camion roule. Et le prestataire externe, lui, il va vous facturer que quand le camion roule. Mais quand son camion ne roule pas pour vous, il va rouler pour quelqu'un d'autre, ce qui va lui permettre de facturer son camion à quelqu'un d'autre. C'est ça, comme ça que fonctionnent les parties tierces logistiques, les 3PL, Third Party Logistics. Donc, voilà un peu les éléments, des éléments de coût, des éléments de ressources, des éléments de compétences internes, et puis finalement aussi un élément de qualité de service. Hein, alors, on suppose
que comme, les parties logistiques tierces sont les 3PL sont des acteurs logistiques externes, privés, commerciaux, on pense que s'ils sont sur le marché, c'est qu'ils ont fait leurs preuves et que donc ils sont efficaces. Donc on pense que si jamais on leur externalise le travail, normalement, ils devraient être bons sur ce genre de travail. Voilà un peu les raisons. Il peut y en avoir d'autres. Hein. Si vous voulez en partager d'autres sur le chat, n'hésitez pas. Et je propose de passer la main à Pierre pour qu'il nous présente le cas de WFP, hein, le Programme alimentaire mondial, qui a mis en place une stratégie pour une flotte mondiale, une gestion mondiale de sa flotte, qui est assez intéressante à comprendre. Et comme Pierre connaît bien le Programme alimentaire mondial. Oui, tout à fait. Merci Gilles. Merci mon cher. Le Programme alimentaire mondial, c'est étrange parce que la nutrition dépend du ministère de la Santé. Et pourtant, nous, les pharmaciens, ceux qui travaillent avec les produits médicaux, on traite rarement avec le Programme alimentaire mondial, alors que leur chaîne d'approvisionnement, elle est toujours ultra robuste. C'est des gens qui font vite et bien. Ils n'ont pas beaucoup de produits, à la différence des produits médicamenteux. Ils en ont 5 ou 6. Vous les connaissez, Plan Peanuts. Il y a le deuxième plan, c'est pas Plan Peanuts, c'est plan je sais pas quoi. Et souvent, ils distribuent des choses qui sont lourdes, donc il faut les transporter. Et ils ont à la fois un service qui est régulier, mais ils ont aussi routinier, mais aussi ils ont un service, puisque la malnutrition elle est routinière, mais ils ont aussi une grande capacité en termes d'urgence. Et c'est eux, globalement, qui font tourner des avions UNAS, OCHA, comme on dit en français, quelquefois des hélicoptères aussi, pour aller rapidement et loin. Que peut-on apprendre du Programme alimentaire mondial sur la sous-traitance? Et ça, c'est un article qu'on a trouvé. Le PAM utilise chaque jour environ 5000 camions dans le monde, dont la majorité est fournie par des transporteurs privés. Il exploite 800 de ses propres véhicules uniquement dans des zones où il n'y a pas de marché commercial ou pour des itinéraires qui ne sont pas commercialement viables. Grâce à ses propres capacités d'expédition de fret et un ensemble de transporteurs privés préqualifiés, il gère les transports de manière rentable et maintient un niveau de flexibilité qui lui permet de rediriger les produits en route vers une nouvelle destination si les circonstances l'exigent. Depuis environ 50 ans, il gère des transporteurs privés qui assurent la distribution du dernier kilomètre dans des conditions extrêmement difficiles. Les contrats sont administrés par des équipes de gestion logistique du pays qui lancent des appels d'offres semestriels par le biais de journaux locaux en mettant l'accent sur le coût à condition que les transports privés puissent démontrer leur capacité de livraison. La facturation se fait à livre fermé par tonne métrique. Livre fermé, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, en fait, le PAM ne s'intéresse pas de savoir quels sont les détails qui sont arrivés à le coût d'une tonne pour cette région. Les contrats sont établis sur des périodes de 6 à 12 mois avec des évaluations de performance à la fin des contrats et des examens réguliers des indicateurs clés de performance. La concurrence est encouragée et plusieurs transporteurs privés sont souvent contractés pour le même itinéraire. Ici, ce qu'ils veulent, c'est ne pas étouffer en surchargeant un transporteur qui est le moins cher, mais ils veulent créer une dynamique du marché. Et souvent, ça peut se faire aussi dans le domaine médical, on peut, dans un appel d'offres, dire le mieux disant recevra 60% du business et le deuxième mieux disant recevra 40% du business. Comme ça, on crée de la concurrence. Et à la prochaine fois qu'on fait un appel d'offres, il se peut que le deuxième devienne premier et le premier devienne deuxième. Donc à la fois on les fait grandir, mais à la fois on crée une dynamique de marché.
Le PAM a donc établi des relations positives et durables avec les transporteurs et dispose d'un vaste ensemble de données historiques sur les prix et sur les régions. J'ai vu le PAM avoir 80% en République centrafricaine, avoir 80% géré en main propre, parce qu'il n'y a quasiment plus de transporteurs en République centrafricaine. J'ai vu au Soudan le PAM qui a dit on va créer un marché des transporteurs privés, et ils ont donné à des entrepreneurs privés des camions qui correspondaient aux besoins du pays et leur ont dit on vous donne ce camion et vous avez 5 ans pour nous le rembourser. Voici le prix, c'est un contrat qu'on va faire, un contrat de business. On vous donne 5 ans et sur ces 5 ans, on peut vous fournir la moitié de l'année avec les transports que vous allez faire pour nous. Et donc, c'est donnant-donnant. Et grâce à ça, dans ce pays, ils ont créé un marché privé qui sont des gens qui sont compétents, des gens qui ont des prix raisonnables et ont des capacités et des véhicules tout à fait adaptables pour le programme alimentaire mondial, mais aussi pour l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est du véritable développement d'un pays. Non seulement le PAM apporte de la nourriture pour la malnutrition simple, normale, mais en plus développe les capacités du pays, à la fois le secteur privé lucratif, mais à la fois le secteur public. Très intéressant. Et j'apprécie beaucoup cette manière de travailler. Comment sous-traiter ou non? Alors là, on va parler des conditions internes. Il y en a 4 qui sont à gauche en bleu. Il faut comprendre les compétences de l'organisation, savoir là où on est fort. Là, on n'est pas fort. C'est un processus de force, faiblesse, opportunité, menace. On examine ensuite les processus opérationnels pour identifier les activités peu performantes. On a avoir la capacité d'un prestataire externalisé. C'est la 3e des questions à se poser. Si on n'a pas les capacités de gérer un prestataire externalisé, il ne faut surtout pas l'externaliser parce que ça demande beaucoup plus de travail. Et enfin, la dernière question, est-il techniquement et politiquement réalisable? Dans beaucoup des agences des Nations Unies, ils offrent des assistances techniques en cherchant des consultants. Eh bien, souvent, ils ont les capacités. De temps en temps, ils n'ont pas les capacités techniques très pointues et donc ils appellent un consultant qui va venir. Mais souvent, et je suis bien placé pour savoir en tant que consultant, et Gilles pourrait vous le dire aussi, c'est qu'en fait, quand on demande « Ah, on a des questions, il faut que vous nous expliquiez le contexte, etc. », la personne qui gère le consultant, elle n'est pas disponible. Et donc, en fait, la qualité de l'assistance technique dépend de la personne qui gère l'assistance technique. S'il n'y a pas de temps, et ben à ce moment-là, l'assistance technique ne peut pas donner le meilleur. Donc, les questions à se poser, la compétence de base, et ça correspond au premier carreau en haut à gauche. Quelle est l'expertise de l'organisation? Dispose-t-elle d'employés qualifiés capables de gérer toutes les activités de la chaîne d'approvisionnement? Ensuite, les processus opérationnels. Quels processus sont-ils performants? Lesquels le sont moins? La sous-traitance peut-elle améliorer ses performances? Ici, est-ce qu'une centrale d'achat a vocation de faire l'entretien de ses propres véhicules, de trouver les pièces détachées? Pas forcément. Un garage spécialisé, l'un pour les semi-remorques, pour les camions, l'autre pour les véhicules du pick-up aux véhicules de personnel, pourra extrêmement bien faire ce travail parce qu'ils ont leur mécanicien, ils ont leur accès aux vendeurs de pièces détachées. Est-ce que ça vaut le coup d'internaliser ça? Bon, il se trouve que beaucoup de centrales d'achat externalisent ça, mais quand même, on pourrait se poser la question, l'entretien des gerbeurs aussi et des chariots élévateurs. Est-ce que c'est à l'entreprise, à la centrale d'achat de le faire? Faut-il pas le sous-traiter? Exactement comme un véhicule. Ce sont des bonnes questions à se poser. La capacité de gestion du prestataire. Dispose-t-on suffisamment de budget? Est-ce qu'il y a suffisamment d'employés et d'expertise pour gérer un fournisseur? Un fournisseur
de prestation, c'est un peu différent d'un manufacturier de médicaments. Le manufacturier de médicaments, on reçoit les médicaments, on les teste, et ensuite on se dit, bon, ben, c'est bon, ils sont viables, ils correspondent à la qualité de la commande. Un prestataire, il faut le gérer tous les jours, toutes les semaines. Il faut suivre quelle activité il fait. Donc, c'est d'un travail beaucoup plus important. Et si on a des achats dans une centrale d'achat, on peut tout à fait se poser la question, et en fait, acheter un produit et un service, on achète quelque chose. Est-ce que ça peut se faire par ces gens-là? Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'un pharmacien est la meilleure personne, peut avoir les compétences, mais est-ce que c'est la meilleure personne pour gérer un prestataire de service comme par exemple un transporteur? C'est des bonnes questions à se poser. Et donc, ça a une implication sur les ressources humaines, sur les capacités et sur les diplômes des gens qui font partie de ce processus. Et ensuite, la faisabilité technique et politique, des compétences clés pour conduire le processus, une absence de contraintes de gouvernance ou financière. Moi, en tout cas, je peux vous dire que beaucoup de fois, quand je fais une consultance et que c'est avec une centrale d'achat, je leur demande « Donnez-moi les indicateurs d'utilisation de vos véhicules ». Souvent, ça n'existe pas. Un indicateur d'utilisation de véhicules, c'est combien, si c'est 8 jours, un véhicule doit fonctionner 8 jours, 8 heures par jour et 5 à 6 jours par semaine. Vous multipliez ça par le nombre d'heures et vous regardez réellement combien d'heures un véhicule est utilisé. C'est souvent plus bas que 25%. Ça veut dire que sur 4 jours, ou 20% sur 5 jours, le véhicule, il fonctionne qu'un jour plein 8 heures. Et ça, c'est du gaspillage. Du gaspillage. Ça coûterait beaucoup moins cher à une centrale d'achat de louer les services d'un véhicule qui est peut-être un 4 tonnes le premier lundi du mois, qui est peut-être un 20 tonnes le deuxième lundi du mois, qui peut être un 15 tonnes le troisième. Ça lui donne la flexibilité et surtout, ça lui permet de ne pas payer un véhicule quand il ne fonctionne pas, c'est-à-dire l'entretien, c'est-à-dire avoir un chauffeur, etc., etc. En fait, ça coûte très cher. Et dans les plupart centrales d'achat, j'ai vu ces véhicules qui restaient très souvent, qui certaines fois neufs, qui restent très souvent sur le parking. Conditions externes maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Les conditions externes sont externes à l'entreprise. Donc, il faut analyser le secteur privé, analyser le coût-avantage d'externalisation et réfléchir sur la maturité des processus des entreprises actuelles. Analyse du secteur privé. Existe-t-il des prestataires appropriés sur le marché local? Y a-t-il suffisamment de concurrence? Le prestataire peut-il atteindre toutes les zones géographiques exigées? Et c'est là où on retourne, pour le dernier point, vers le programme alimentaire mondial, mais comme la centrale d'achat KEMSA au Kenya disait, tout ce qui est commercial, viable commercialement, je le sous-traite. Ce qui n'est pas viable commercialement, je ne peux pas le mettre en appel d'offres. Et donc, ce que je fais, c'est que je m'en occupe moi-même. C'est des choses qui ne sont pas rentables. Autre point sur ce sujet-là. Souvent, quand un consultant vient dans une centrale d'achat, il dit « Mais vous avez pensé, regardez, vos véhicules tournent un jour sur 5. Ce n'est pas bon. Vous pouvez faire beaucoup d'économies et avoir les véhicules qui correspondent à votre besoin. Si vous sous-traitez, et la plupart des centrales d'achat diront « J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. » Ah, bon, mais comment vous avez… Et vous voyez, je rentre pourquoi, dans le processus du pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez essayé? Ah, on a fait un appel d'offres pour un contrat de 6 mois. Et c'est là où j'ai dit, mais attendez, vous voulez qu'un secteur privé qui cherche à faire du profit raisonnable, on va dire, ait un retour sur investissement avec un projet de 6 mois? Mais il n'y a aucune chance. Alors que si vous faites un appel d'offres de 2 ans
plus ou d'un an, si vous voulez, avec 2 ans en option, si les indicateurs clés de performance sont atteints, vous verrez que toutes les entreprises vont vouloir travailler parce qu'ils savent que c'est un marché qu'ils auront, s'ils se débrouillent bien, et s'ils respectent les indicateurs clés de performance pendant 3 ans. Un marché de 3 ans, il y a combien d'entreprises qui ont ça? Donc, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied et ne pas comprendre comment réagit le marché en disant « je vais faire un appel d'offres pour 6 mois ou pour 1 mois ». Ça ne sert à rien. Et c'est là où il faut comprendre le secteur privé. Qu'est-ce qui fonctionne? Comment, avec quoi il tilt? C'est d'avoir quelque chose qui rapporte raisonnablement sur le long terme. Et ça va vous permettre de demander au secteur privé, comme l'a fait le PAM au Soudan, de pouvoir faire investir très lourdement une entreprise privée, Bolloré, ou voire même DHL, Bolloré Logistique, ou même la CFAO, peut investir et dire « je vais acheter 15 camions frigorifiques pour le Burkina Faso ». Ils sauront qu'ils auront un marché pendant 3 ans. Cet investissement aura un retour sur investissement. Et donc, ils vont le faire. En jaune, l'analyse coût-avantage. Les coûts globaux liés à la sous-traitance sont-ils inférieurs à ceux faits en interne? C'est une bonne question. Toute décision de sous-traitance doit être fondée d'abord sur une analyse financière. Et il se trouve que la plupart du temps, cette analyse financière n'est jamais faite. Combien de fois j'ai maudit mes amis et mes anciens collègues du Fonds mondial qui ont offert à tel ou tel pays sur 2 millions d'euros des camions 20 tonnes réfrigérés. Je dis, mais pourquoi? Je les vois tous les jours sur le parking. Ils ne sont pas utilisés. C'est nul. C'est du mauvais investissement et ça n'aide pas la centrale d'achat à être plus flexible, plus malin, plus de travailler avec ses capacités, de travailler avec son pays et de développer son pays plutôt que de tout faire en interne et pas forcément le faire bien. L'opération de sous-traitance entraînera-t-elle une amélioration de la prestation de service? Si c'est sous-traité pour sous-traiter et payé au lance-pierre, ça ne sert à rien. Vous allez avoir de la mauvaise qualité très rapidement. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on va améliorer mon service? Mon service, ce n'est pas pour moi, c'est pour les formations sanitaires ou les districts, notamment à Madagascar. Et ensuite, la maturité des processus des entreprises opérationnelles actuelles. Quel est le degré de maturité du processus des prestataires de services? Respectent-ils les bonnes pratiques de stockage et de distribution? Peuvent-ils répondre aux délais et en volume requis? Et pour parler d'un dernier exemple, j'étais au Kirghizistan en 2013 et le programme PALU, le programme VIH et le programme tuberculose entreposés dans les souterrains, dans les caves. Je dis, écoutez, ce n'est pas possible. Si les auditeurs du Fonds mondial viennent, on va tous être virés. Donc, on est allé voir toutes les entreprises, les distributeurs, les grossistes distributeurs du Kirghizistan. On leur a expliqué, est-ce que vous savez ce que c'est que le Fonds mondial? Non, on ne sait pas. Eh bien, c'est très simple. Il y a beaucoup d'argent, c'est l'argent des Nations Unies. Et ce qu'on voudrait, c'est louer un entrepôt. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre entrepôt? On en a visité 15. Et on leur a expliqué ce que c'était notre problème. On leur a expliqué d'où venait l'argent. Tous les distributeurs, les grossistes distributeurs nous ont dit, dites-nous quand est l'appel d'offres, on y répondra avec grand plaisir. On a envie de vous aider, on a les capacités, on veut être là pour le pays et on peut vous fournir un service de qualité. C'est comme ça qu'on crée la maturité. Il ne faut pas travailler que dans son coin. À toi, Gilles. Merci, merci Pierre.
Donc, merci pour ces éléments. Et en effet, la clé de la bonne, encore une fois, hein, c'est la collaboration. La collaboration, la coopération sont les clés de la bonne réussite. Donc, ne jamais travailler tout seul dans son coin quand on est dans une chaîne d'approvisionnement. Hein. D'ailleurs, je veux juste profiter de ça pour dire qu'en effet, souvent, le terme de chaîne d'approvisionnement, pour moi, n'est pas très bien choisi. Hein, je vous le dis franchement. Supply chain, je trouve que c'est assez… c'est un faux ami en termes de nom. C'est plus un réseau qu'une chaîne, quoi, voilà. Et on le voit bien quand on externalise, par exemple, si on externalise d'un seul coup, on n'est plus dans une chaîne linéaire où le produit irait de A à B, hein, mais en effet, ça passe par différents endroits, par différentes places. Il y a des possibilités de choisir, de changer, de s'adapter, de modifier. Donc, on n'est vraiment pas dans un état d'esprit avec une chaîne qu'on serait obligé de suivre, qui serait une contrainte à la réalisation, mais on est plus vraiment dans la création d'un réseau avec des interactions entre les différents membres du réseau qui doivent être très importantes. Donc vraiment, voilà, c'était ce point-là. Merci Pierre, vraiment. Et juste là, on va lancer le sondage. Juste pour savoir chez vous, est-ce que voilà, le transport est sous-traité, l'entreposage est sous-traité, ou tout est géré par l'agence gouvernementale. Voilà. Bon, il y avait 3 options. Elles ne sont pas toutes exclusives, en fait. Donc, mais je vous engage à répondre pendant que Pierre… Oui. Et sachez que louer un entrepôt temporairement, ça s'appelle de la sous-traitance. Ça veut dire qu'on n'a pas les capacités volumétriques dans nos entrepôts et donc on est obligé de le louer. Louer un véhicule, c'est la même chose. Louer un assistant technique, demander un assistant technique, un programmateur pour le logiciel Sage de la Salama, c'est de la sous-traitance. C'est-à-dire c'est une capacité physique ou c'est une capacité intellectuelle qu'on n'a pas et c'est pas infamant de la chercher ailleurs. Au contraire, c'est très malin. Merci. On peut peut-être regarder le résultat du sondage. Normalement, tout le monde devrait avoir la même réponse hein, parce que vous êtes tous dans le même pays, donc il ne doit pas y avoir de grands écarts entre Madagascar et Madagascar. Mais… Alors, le transport est sous-traité, 75%. Donc là, je pense qu'il n'y a pas tellement Voilà, l'entreposage est sous-traité aussi pour 15%. Donc peut-être que les deux sont sous-traités, mais vous allez nous expliquer ça. Et il y a quelqu'un qui dit que non, tout est géré par l'agence gouvernementale. Donc, les réponses ne sont pas toutes les mêmes. Alors, est-ce que quelqu'un veut commenter sur les résultats de ce sondage? On a une séance de questions-réponses là qui s'ouvre de toute manière. Donc, je vous engage tous à prendre la parole. Si vous voulez commenter un peu en fonction de votre… Voilà. Anta, SMSR, s'il vous plaît, vous avez levé la main. Je vous remercie. Nous sommes toutes oui. Oui, moi-même, j'ai hésité de répondre. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'intrants donc, qui sont entreposés, par exemple, pour nous, à la maternité sans risque, entreposés dans des différents locaux, par exemple, chez UNICEF et chez Salam. Et ceux de l'UNICEF sont transportés par des sous-traitants. Mais les autres sont pris en charge par Salam, ce qui est à Salam. Mais je crois que Salam aussi a des sous-traitants en matière de transport parce que leur véhicule ne sera pas suffisant pour tous les actes durant le moment de la distribution. C'est pour cela que j'ai hésité un peu, mais je crois que Salam peut bien répondre. Mais pour MSR, donc, UNICEF prend en charge leur acheminement et c'est eux qui cherchent les prestataires qui vont faire l'acheminement. C'est pour ça qu'il y a un peu d'hésitation pour répondre. Non, mais c'est très bien. Vous avez raison, c'est très, très bien. Je vous remercie. C'est une zone de gris qu'on va essayer de clarifier. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette… Comme quoi, hein, même à une question qui peut paraître simple, c'est pas toujours… Voilà, il y a parfois des réponses qui sont plus compliquées que… Donc, bien comprendre les questions. Merci beaucoup. Je vais revenir sur ce point-là, parce que c'est très, très intéressant. Par contre, je vais prendre la contribution de Tiana, qui a levé la main. Et je vais revenir sur oui, merci.
Salam a leur entrepôt propre à eux et ils ont également des véhicules de transport, mais ils ne peuvent pas assurer toutes les activités de stockage à cause de l'augmentation récente des volumes des produits. Et en même temps qu'ils ne peuvent pas tout acheminer. Du coup, il devait y avoir, je pense, un quatrième point à cocher, c'est-à-dire qu'ils sous-traitent aussi bien le transport que le stockage. Mais là, il y a Swafar de Salam qui est là, je pense qu'elle peut confirmer ou infirmer mon point de vue. Merci beaucoup. Alors déjà très rapidement sur la suggestion que vous avez faite, oui, en effet, il devrait y avoir plus de points pour répondre à ce questionnaire. C'est pour ça que je disais en introduction, il ne s'exclut pas les uns des autres. Hein. Donc en effet, il peut y avoir d'autres options que celles que les 3 qui sont listées dans le questionnaire. Donc vous avez tout à fait raison sur ce point-là et on va revoir un peu les réponses justement. Mais puisque vous avez suggéré une réponse plus développée, on vous laisse la parole là dans le groupe de Serge. Il y a une main qui s'est levée. Je suppose que c'est pour contribuer au point qui a été soulevé par Tiana. Oui, en fait, les 2 premiers points sont valables pour Salam. Pour Salam, parce que oui, Salam dispose d'une flotte de parcs automobiles, mais qui n'est pas suffisante. Donc, nous sommes obligés de sous-traiter avec des transporteurs. Et de 2, nous avons aussi notre entrepôt. Mais comme a dit Tina, ce n'est pas suffisant par rapport à l'augmentation des demandes, des programmes surtout. Donc, nous, on loue d'autres entrepôts pour pouvoir combler cela. Donc, les 2 premiers points sont valables pour Salam. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette précision. Puisqu'il n'y a pas de mains qui sont levées, juste en attendant que les mains se lèvent, je voudrais répondre un peu au point qui a été soulevé, que je trouve très intéressant, sur la relation avec l'UNICEF, le fait que l'UNICEF puisse aussi sous-traiter certains éléments. En fait, ce qui va vraiment définir la relation de sous-traitance, on utilise ce terme déjà de sous-traitance. Ce n'est pas un terme qui est très joli ni très valorisant peut-être pour les gens qui font de la sous-traitance, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Ils sont sous. Ils sont sous quoi? Ils sont sous l'autorité, il y a un rapport de force, hein, sous l'autorité du donneur d'ordre. Donc il y a un donneur d'ordre et il y a un sous-traitant. Et c'est ça un peu qui fait la grande différence entre de la sous-traitance et un partenariat. Parce que si vous avez des produits qui sont stockés, par exemple, chez UNICEF, on ne peut pas dire que l'UNICEF soit un sous-traitant. Alors oui, il y a une dimension d'externaliser une partie du travail, mais en fait, la relation, ce n'est pas une relation d'externalisation, ce n'est pas une relation de sous-traitance. C'est une relation de partenariat. Et la grande différence, c'est vraiment dans les termes du contrat et la relation de pouvoir. C'est-à-dire que les termes du contrat ne seront pas du tout les mêmes. Vous allez avoir un contrat de partenariat avec l'UNICEF qui va parfois être signé au niveau du gouvernement, qui sont des contrats en fait, qui se signent d'une certaine manière d'égal à égal, avec des personnes qui, volontairement, d'un accord mutuel, vont mettre ensemble leurs ressources, leurs compétences pour obtenir ensemble, atteindre ensemble un but commun. Donc, on est vraiment dans du partenariat. Quand on fait de la sous-traitance, le but n'est pas forcément le même. Même si jamais la tâche, l'objectif à atteindre est le même, le but primaire de la personne qui fait de la sous-traitance, ça va souvent être de créer un business, de créer de la valeur pour son entreprise, de se mettre au service de votre but à vous pour que vous puissiez ensemble atteindre ces objectifs-là. Et là, le rapport de force, d'un seul coup, est complètement différent. Vous n'êtes plus comme avec l'UNICEF en relation de coopération, de partenariat. Vous êtes vraiment dans une relation de donneur d'ordre et de sous-traitant. Et sur les termes du contrat, ça va avoir énormément d'influence. Et sur la manière dont vous allez gérer cette personne et dont vous allez gérer cette relation, ça va être complètement différent. Parce que d'un seul coup, quand vous êtes le donneur d'ordre, vous êtes d'une certaine manière du bon côté du bâton. Il faut à la fois, en effet,
valider la personne, mais il faut aussi s'assurer que ce qu'on va payer, on va bien payer pour le service qui est bien rendu. Et donc, il va y avoir tout un travail de gestion du partenaire, de gestion du fournisseur qui va être très, très importante sur la qualité de service, la communication, le reporting, tous ces éléments-là. Donc, vraiment, ce point-là, merci vraiment beaucoup de l'avoir soulevé sur le rapport entre si j'ai des produits qui sont chez l'UNICEF, oui, il y a une partie d'externalisation, mais ce n'est pas de la sous-traitance. L'UNICEF n'est pas un sort de partie logistique. L'UNICEF est un partenaire. Par contre, quand l'UNICEF va aller sous-traiter le transport à un transporteur commercial, là, il y a un contrat d'externalisation qui a lieu. Il y a une main qui s'est levée chez Serge, donc à vous la parole. Merci. En fait, il y a 11% qui ont répondu la réponse 3 et on aimerait bien avoir leur point de vue. Pourquoi ils pensent que... Pourquoi ils ont répondu 3 en fait? Alors, la réponse 3, pour rappeler à tout le monde, c'est « Tout est géré par l'agence gouvernementale ». Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que tout est géré par l'agence gouvernementale? Est-ce que quelqu'un qui veut exprimer sur ce choix-là? Peut-être que c'est lié au terme gérer. Qu'est-ce que ça veut dire gérer? C'est vrai qu'il y a ce qu'on avait discuté déjà dans un cours précédent, le rapport entre accountability et responsibility, c'est-à-dire la gouvernance et la gestion. Là, on parle bien de gestion opérationnelle, on ne parle pas de gouvernance, parce que c'est sûr que, in fine, la vraie gouvernance, la gouvernance totale, la gouvernance va être toujours avec le gouvernement, ça c'est sûr. En termes de responsabilité, en termes de comment on dit déjà, de redevabilité, pardon. En termes de redevabilité, la redevabilité de la gouvernance est toujours avec le gouvernement. Par contre, la responsabilité de la gestion peut être sous-traitée. Est-ce que quelqu'un veut commenter là-dessus, sur ce troisième point-là? Tout est géré par l'agence gouvernementale. Bon, s'il n'y a pas d'autres commentaires, dans ce cas-là, on va continuer. Et on va continuer, en effet, avec justement ce qu'on avait commencé un peu à évoquer sur la gestion de la sous-traitance. Donc, comment on gère la sous-traitance. Et donc, voilà, notamment d'un point de vue contractuel, il y a le besoin de clarifier la demande dès le départ. Donc, quelle est la demande? Quel type de contrat? Quelle valeur on attend de la part du prestataire, vraiment d'être très précis sur même par exemple le cadre de cette demande. Est-ce que ça va concerner le pays en entier? Est-ce que ça va concerner qu'une seule région? Est-ce que ça va concerner qu'une seule saison? Est-ce que ça va concerner toutes les saisons? Enfin, vraiment, il faut être très très précis dans l'expression de la demande. Ensuite, convenir les indicateurs de performance. Et ça, donc, ça vous connaissez bien ça, bien évidemment, comment on définit des indicateurs de performance. Alors, le point sur lequel on essaye souvent d'insister quand on touche aux indicateurs de performance, c'est de garder un équilibre autant que faire se peut entre indicateurs quantitatifs et indicateurs qualitatifs. Quand on est dans la supply chain, quand on est dans la logistique, on va toujours avoir une forte propension à mettre beaucoup d'indicateurs quantitatifs. Turnover de stock, nombre de commandes livrées en temps et en heure, nombre de produits, charge mensuelle estimée. On va aller vraiment beaucoup dans le quantitatif. Ça, on n'aura jamais de problème pour trouver des indicateurs quantitatifs. Par contre, trouver des indicateurs qualitatifs pertinents, ça va toujours être beaucoup plus compliqué. Donc, en effet, les indicateurs qualitatifs, ça va être niveau de satisfaction du client, ça va être retour d'expérience des patients, ça va être nombre de fois, enfin, là, nombre, oui, on tombe encore dans la qualité, dans le quantitatif. Ça va être retour d'expérience sur la gestion de projet, par exemple, comment sont gérés les projets d'approvisionnement, mais ça va être vraiment du qualitatif, c'est-à-dire des choses descriptives
qui vise à préciser la qualité de la relation, la qualité du travail qui est fait. Et non pas uniquement des indicateurs quantitatifs qui sont là sur les aspects plus, en effet, quantitatifs d'efficacité. Et puis voilà, en fait, surveiller ces indicateurs, en effet, pour que ça puisse permettre d'avoir un échange sur la qualité du service qui est rendu. Et encore une fois, hein, la transparence et la communication sont essentielles à la gestion d'un prestataire. Donc vraiment, quand on est avec un prestataire, un sous-traitant, il faut utiliser ces indicateurs de performance pour travailler ensemble, pour être dans des démarches d'amélioration continue. Ça, c'est vraiment très, très important. L'état d'esprit dans lequel on va travailler sur ces éléments-là. Alors voilà, les enjeux habituels, là, bon, c'est le cas du Mozambique, hein, où en effet, il y a les éléments qui sont souvent soulevés pour ne pas s'engager dans des processus d'externalisation. Il faut bien prendre en compte, hein, comme je vous le disais en introduction, il y a des modes, il y a des intérêts différents, il va y avoir des pressions parfois pour externaliser ou pour ne pas externaliser. Donc vraiment, ce qui est très important quand vous êtes impliqué dans des processus d'externalisation, dans des processus de sous-traitance, c'est vraiment de réfléchir sur le long terme à la pertinence de ces activités. Hein, sachant que, encore une fois, un point aussi qui est important à prendre en compte, c'est que si vous externalisez, c'est assez facile comme processus. Hein, vous avez quelque chose que vous faites en interne et vous allez l'externaliser chez un prestataire externe. C'est un processus qui est assez simple. C'est compliqué, mais d'un point de vue de la gouvernance, d'un point de vue des décisions à prendre, c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement. Par contre, le processus contraire, qui viserait à internaliser quelque chose qui est externalisé, c'est un processus beaucoup plus dur à réaliser, monter en compétence sur des choses qui sont aujourd'hui en dehors de votre périmètre de gestion. Pour l'intégrer, c'est quelque chose de beaucoup plus tôt. Donc, quand vous externalisez quelque chose, il faut savoir que c'est des décisions qui vont être prises en général sur la durée. Quand vous avez externalisé quelque chose, vous n'allez pas le réinternaliser tout de suite 2 ou 3 ans après. Donc, il faut vraiment réfléchir aux conséquences à long terme d'un processus d'externalisation. Et là, en l'occurrence, donc, quelles sont voilà, les citations qui ont été prises du cas d'école du Mozambique. Donc, voilà, les centrales d'achat qui font rapport au coût. Hein, qu'un transporteur privé coûte plus cher qu'une flotte interne. Voilà. C'est vrai dans l'absolu, parce qu'en effet, la personne, une flotte externe, il va prendre une marge sur sa flotte. Mais d'un autre côté, c'est faux, parce que comme l'expliquait très bien Pierre tout à l'heure, si votre flotte n'est pas utilisée pendant 6 mois de l'année, vous continuez à payer 6 mois, ou si jamais vous n'utilisez que 30% de votre flotte pendant 10 mois sur 12, en effet, il y a 30%, il y a un pourcentage très important de votre flotte que vous n'utilisez pas. Donc, en effet, l'argument du coût n'est pas toujours juste. Il y a aussi l'argument, en effet, des week-ends. Hein, en effet, il y a des jours où on ne travaille pas. Donc, en effet, le coût du service, hein, c'est vraiment revoir ça de manière assez proche. Voilà. Après, bon, il y a aussi, là, en effet, les éléments de flexibilité hein, qu'il peut y avoir. Une centrale d'achat dira qu'elle a besoin de flexibilité quand elle a ça en interne et que quand c'est à l'externe, en effet, c'est moins flexible parce qu'il y a leur propre personnel qui est en interne. Donc, en effet, les gens sont plus facilement disponibles. Ça peut être vrai. Ça dépend encore de l'état d'esprit dans lequel on travaille dans une organisation. Parfois, il est plus facile de mettre la pression sur un prestataire externe pour qu'il mobilise son personnel le soir, tard ou pendant le week-end, que de le faire en interne chez soi. Parce que vous avez une relation avec vos équipes qui va être plus difficile à gérer si vous voulez leur imposer de faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui dépend énormément de l'état d'esprit. Donc, il n'y a pas de réponse. Encore une fois, ce n'est pas blanc ou noir. Hein. C'est vraiment une zone de gris qui doit s'adapter à chaque situation. Voilà, comme on le dit, en effet, un service réussi du transporteur privé dépend de la discipline du magasin central pour charger les camions dans les créneaux horaires convenus. C'est vrai aussi qu'une fois que vous externalisez, quand vous signez un contrat, il y a des échanges, il y a des contraintes de chaque côté. C'est-à-dire que vous
vous vous engagez à mettre les produits disponibles à telle heure, à tel moment. Quand le prestataire externe arrive, il ne va pas faire comme en interne. Si on lui dit non, il faut que tu attendes 2 heures, tu vas attendre. Non, il va dire moi, si j'attends 2 heures, je vous facture les 2 heures d'attente. Je vous facture les 2 heures d'attente parce que moi, j'ai un camion, une personne qui attend ici pendant 2 heures, donc ça me coûte de l'argent. Alors que si je mets ça en interne, bon, on est entre collègues, on va s'entendre. OK, j'attends 2 heures, c'est bon. Ça peut se passer comme ça. Alors, ça peut paraître plus simple dans certains côtés parce que c'est souple, c'est flexible, mais d'un autre côté, est-ce que c'est bénéfique pour l'organisation de se dire qu'en fait, il y a des coûts induits qui ne vont pas être reflétés quelque part. Donc aussi, parfois, d'externaliser, ça peut apporter une certaine rigueur. Juste une chose, cette petite remarque que j'aime bien mentionner, c'est qu'on n'externalise pas un problème. Donc, si on voit qu'il y a un problème, il ne faut pas dire on va régler ça, on va l'externaliser. Si le transport pose des problèmes, on va l'externaliser. Si les achats posent des problèmes, on va les externaliser. Ce n'est pas ça, parce que le problème, comme nous l'a bien démontré Pierre avec les 5 why, il peut être bien au-delà, bien ailleurs que dans les achats ou dans le transport. On sait très bien que dans la logistique ou dans la supply chain, par exemple, il peut y avoir des retards sur les achats qui ont été générés au moment de la quantification ou au moment des prévisions qui ont été faites par une autre organisation. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu des retards au moment de la prévision va avoir un impact au niveau de la passation de commande. Mais là où on voit vraiment le rapport, le retard qui apparaît, c'est quand les commandes arrivent tardivement. Alors on va dire que c'est la faute des acheteurs, mais ce n'est pas forcément la faute des acheteurs. Ça peut être la faute des planificateurs qui ont retardé trop longtemps la décision sur les achats à passer. Donc voilà, rapidement, avant de passer aux questions, réponses et aux échanges, rapidement l'exemple de l'Ouganda, qui a externalisé. Donc l'Ouganda, ils ont un centre, ils ont une centrale d'achat centralisée. Ils ont les budgets qui leur sont donnés, qui leur sont alloués en début d'année. Donc en début d'année, ils savent le montant d'argent qu'ils ont pour acheter et livrer. Et ils font un plan de distribution. Donc, voilà, l'étude de cas pour l'Ouganda a été déjà partagée un peu plus tôt dans le chat, donc pour ceux qui voudraient y avoir un œil. Donc, on a d'un côté la livraison jusqu'au dernier kilomètre aux établissements de santé, qui est effectuée par des transporteurs privés. Donc la solution multimodale qui a été adoptée avec 2 prestataires. Il y a des prestataires qui ont été sélectionnés. Donc voilà, juste pour revenir sur le cas de l'Ouganda, si vous regardez, vous verrez, il y a un entrepôt central et en effet, ils ont externalisé la livraison jusqu'au dernier kilomètre à des prestataires. Ils ont fait ça donc avec une solution multimodale qui a été adoptée avec des prestataires. Donc parfois multimodale, différents types de transport. Les prestataires ont été sélectionnés sur des contrats d'1 an. Il y a eu une passation de marché rigoureuse. Et puis, il y a un délai de 5 jours ouvrables qui est pour le service du prestataire. Donc, entre le moment où ils ont récupéré la commande en centrale et le moment où ils vont aller livrer sur le dernier kilomètre. Du coup, le fait d'avoir externalisé, ça a augmenté la précision et le rapport des délais, parce qu'encore une fois, c'est plus facile souvent de tenir un prestataire à ses engagements de qualité de service que de le faire parfois en interne. Bon, encore une fois, ça dépend encore vraiment beaucoup de l'état d'esprit, ça dépend de beaucoup de choses. Sachez que dans l'Ouganda, encore une fois, la force qu'ils ont en Ouganda, c'est qu'ils ont tout leur budget qui leur sont alloués par le gouvernement en début d'année. Et c'est eux, c'est la centrale d'achat, donc l'équivalent de Salama, c'est la centrale d'achat qui décide de comment ils vont répartir ce budget sur l'ensemble des points de santé. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils envoient en début d'année un planning de distribution à l'ensemble des structures de santé et ils font leur livraison sur l'année. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir après des petits rappels, des choses comme ça, des flexibilités, mais c'est vrai qu'en termes de modèle d'affaires, de business model, c'est très, très simple.
C'est beaucoup plus simple que des endroits où il y a des commandes qui arrivent au fil de l'eau. Voilà, donc le transport de l'entrepôt central au dépôt de district est effectué par la flotte centrale, tandis qu'en fait, des dépôts de district aux établissements est sous-traité. Donc, on est sur un modèle avec, en effet, une partie internalisée, une partie externalisée. Ils ont fait un projet pilote de sous-traitance pour comprendre les avantages et les défis. Et ensuite, maintenant, voilà la livraison qui se fait jusqu'au dernier kilomètre. Donc, voilà pour cet élément. Donc, si vous avez un peu des questions sur ce cas précis, ou de manière un peu plus générale sur ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Voilà, on peut en parler, on peut prendre un peu de temps pour en parler maintenant. Qui veut en parler? Pardon, Pierre, vas-y Pierre, je te laisse Non. faciliter la discussion. Qui veut en parler? Est-ce qu'il y a des représentants qui travaillent dans le district? Qui veut en parler? C'est intéressant comme sujet. Est-ce que la centrale d'achat Salama peut parler de son expérience en termes d'informatique, si vous voulez, ou je ne sais pas? Est-ce qu'il y a un bailleur, il y a un bailleur de fonds qui est là? Non? Allô? Est-ce qu'on peut vous entendre? Il n'y a pas de commentaire, c'est pas très. Comment ça se passe? Juste pour savoir comment ça se passe le dernier kilomètre à Madagascar. C'est sous-traité ou internalisé? Tiana, monsieur Tiana. Merci. Oui, bon, pour Madagascar, ce sont les formations sanitaires qui récupèrent les produits auprès des pharmacies de gros des districts. Donc, il n'y a pas de livraison effectuée au niveau des districts, mais c'est à chaque formation sanitaire de trouver les moyens de récupérer les produits. OK. Donc c'est et le coût est porté par qui? Le coût de cette récupération des produits, c'est qui En fait, c'est les formations sanitaires qui prennent en charge des coûts, mais il y a un projet sur la prise en charge de ces coûts. Donc, c'est un projet qui a été initié depuis 2019, mais c'est avec plusieurs critères pour pouvoir être remboursé. Donc, surtout pour les produits de programme, mais pour les médicaments essentiels, ce sont les formations sanitaires qui prennent en charge les coûts. Et les formations sanitaires, elles reçoivent leur fonds d'où? À partir du recouvrement du coût, c'est-à-dire ce sont les patients qui achètent les produits. Ils prélèvent donc les frais de transport à partir de ces coûts-là. Mais pour les produits de programme, c'est sur les produits de programme que le projet de prise en charge des frais de transport ont été appliqués. SIDA, pas tous les programmes PALU, SIDA et tuberculose. Merci. Merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous dites. Et par contre, il y a un autre projet pilote appuyé par UNFPA qui va essayer d'assurer la distribution jusqu'aux centres de santé de base. Donc, ça va se faire sur 2 districts seulement. 2 districts sur les 115 existants à Madagascar, mais c'est un projet pilote. Alors, c'est très intéressant. C'est un projet SWET, je crois. Juste pour partager un peu quand même la tendance, hein. C'est vrai qu'il y a 2 tendances qui sont vraiment très contradictoires et qui sont vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ce genre de décision. Il faut vraiment les prendre avec bien les mûrir.
il y a une tendance qui, en effet, avec une grosse pression de la part des bailleurs pour qu'il y ait la livraison au dernier kilomètre qui soit vraiment prise en charge par les centrales d'achat, par les centrales logistiques, avec des budgets qui vont être mis en place pour que ce soit couvert. Et ça, c'est une pression qui se fait. Et ça, le problème, c'est que ça coûte très, très cher. Ça coûte très, très cher et qu'il n'y a pas d'engagement des bailleurs qui veulent financer ça sur le long terme. Il faut faire attention quand un pays s'engage sous la pression, ou pas sous la pression, mais en tout cas en collaboration avec un bailleur qui vous dit oui, on va financer la livraison jusqu'au dernier kilomètre, on va faire des tests, comme vous le dites, en effet, on commence sur 2 districts, puis un 3e district, puis un 4e district. Est-ce qu'il y a un engagement sur le long terme de ce bailleur à payer ça sur la durée? Parce que c'est un coût énorme au niveau du pays, c'est un coût énorme. Donc, il y a vraiment un coût. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus, et dans des pays qui sont des pays comme l'Angleterre, par exemple, donc des pays comme l'Angleterre, où on va vers des distributions au dernier kilomètre qui sont soit données au secteur privé, c'est le cas en France, par exemple, c'est le secteur privé qui prend en charge ces derniers kilomètres, soit qui sont des systèmes de santé communautaires, où en effet, c'est la communauté qui va payer pour s'assurer que les médicaments sont bien approvisionnés jusqu'à leur lieu où ils sont. Et je vous parle d'endroits, enfin en Angleterre, où en effet l'accès est très très simple pour ces villages-là. Toutes les routes sont goudronnées, il y a des transports communs, il y a tout ce qu'il faut. Donc en effet, ce que vous nous décrivez avec d'un côté un système qui existe, qui semble fonctionner, avec une prise en charge par la communauté au travers de l'achat des médicaments, une prise en charge de la livraison au dernier kilomètre, et de l'autre côté, des tests pour changer ce système, il faut vraiment suivre ça de très, très, très près, parce qu'il ne faut absolument pas, bien évidemment, faire tomber un système qui marcherait plus ou moins bien, peut-être avec des améliorations apportées, pour le remplacer par quelque chose qui ne serait pas forcément durable s'il dépend trop d'un financement externe. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir fait ça. Gilles, très important. Je vais parler de mon expérience au Burkina Faso, puisque j'ai été financé par le Fonds mondial pour aider la CAMEG à faire sur 4 districts, c'est-à-dire 150 formations sanitaires, une livraison, un projet pilote de livraison au dernier kilomètre. Et en fait, à un moment, on m'a dit, très bien, on a 9 mois de données ou 12 mois de données, maintenant il faut extrapoler à l'extension de tout le pays. Et en fait, on s'est rendu compte que si vous avez 2000 formations sanitaires qui viennent chercher au niveau du district, chacun, souvent ils viennent, on a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît, là. On ne s'entend plus. Ça coûte très cher. Souvent, ils viennent pour une autre raison que venir s'achalander. Et ça, c'est un système qui coûte très cher et qui est en fait obligé, donc on oblige les formations sanitaires à faire. Et ça n'a jamais été, il n'y a jamais eu d'un budget qui a été alloué à ça pour eux. Donc, ils le prennent sur fonds propres. Donc, quand on dit que le nouveau système sera plus durable que l'ancien système et qui mérite financement, en fait, l'ancien système n'a pas été financé. C'est de l'empirique et pragmatique. Mais on se rend compte que le concept de la tournée du laitier qui consiste non pas à une formation sanitaire va à un endroit et revient, mais d'avoir un district qui livre à 10 formations sanitaires en une journée en moyenne, 8 à 10, suivant les distances, et bien ça, c'est beaucoup plus rentable. Ça coûte beaucoup moins cher. Et surtout quand on se rend compte, et je crois qu'il y a eu cet exercice à Madagascar, c'est qu'en fait, on se rend compte que les districts, si les régions, les entrepôts régionaux sont bien placés, et c'est jamais trop le cas, mais en fait, les districts n'ont pas vocation à distribuer. Et surtout, on peut tout à fait ne pas s'arrêter au niveau du district parce qu'ils entreposent
mais on peut tout à fait livrer du niveau régional. Et ça économise encore plus. Et en fait, un peu à la différence de ce que tu dis, je pense qu'il est très important pour une chaîne d'approvisionnement d'exprimer ses coûts qui avant étaient des coûts cachés et dont personne ne se souciait. Mais moi, je peux vous dire que j'ai fait cette calcul en termes de kilomètres. On divise 1 million de kilomètres pour le Burkina Faso quand c'est les formations sanitaires qui viennent chercher au niveau du district, les districts qui sont livrés, et on peut améliorer ça en faisant un quart de ces kilométrages. Donc certes, il faut que le financement soit durable, mais de permettre de visualiser et de concrétiser ce que c'est que ces coûts qui jusqu'avant étaient cachés, c'est encore plus intéressant. Évidemment, il faut qu'il y ait une bonne décision attachée à ça. Est-ce qu'on va demander à Fally et Tiana de réagir? Fally étant le premier. Oui, merci de Allez-y, m'avoir donné la parole. Fally. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, merci. Très bien. OK. Pour ajouter au last mile de distribution que Tina a présenté tout à l'heure, donc ici à Madagascar, on a déjà utilisé aussi le drone pour le transport, des intrants de santé, puis des vaccins vers les CSP ciblés, puis les districts ciblés. Donc, avec l'utilisation de drones-là, on a priorisé les CSP qui sont dans les zones enclavées. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il y avait aussi la collaboration avec les secteurs privés, avec les entreprises privées. Et c'est eux qui assurent la distribution des intrants vers les CSP, toujours ciblés aussi, c'est-à-dire les CSP sur les axes où ils vont travailler. Donc, on peut dire, par exemple, ici, il y a l'entreprise ETM, une entreprise œuvrant dans le domaine de l'électricité. Il y a aussi l'entreprise Vanilmad qui travaille sur le vanille dans le nord de Madagascar. Donc, il y a fait cette collaboration-là dans le cadre du Last Mile Distribution. Et par rapport aux sous-traitances de la distribution, à mon avis, ça c'est une méthode très bénéfique parce que d'abord, ça va accélérer la rapidité de la livraison. Et comme vous avez présenté tout à l'heure, il y aura l'optimisation des ressources, que ce soit humaines ou bien matérielles. Et ça va garantir surtout l'arrivée des intrants jusqu'au last mile, comme nous avons discuté tout à l'heure. Et ça va faciliter aussi le suivi de la chaîne. Et juste pour vous informer qu'ici à Madagascar, cette activité de sous-traitance est déjà pratiquée par plusieurs entreprises privées, par exemple le Brasserie Star Madagascar et tout ça. Donc voilà, juste une petite réaction de ma part. Merci. Merci beaucoup. Tiana, vous avez la main toujours levée, c'est parce que vous voulez encore contribuer ou... Oui, juste deux ou trois mots. En fait, je pense qu'il faut bien approfondir les études sur la distribution jusqu'aux formations sanitaires par les districts parce que pour Madagascar, il y a plusieurs formations sanitaires qui se trouvent dans des zones éloignées de la pharmacie de gros du district. Et puis, la route est presque impraticable. On peut voir des formations sanitaires qui se trouvent seulement à 30 km, alors qu'on doit faire 3 à 4 heures pour y arriver. Donc, puis avec des routes presque impraticables. Donc là, il faut voir sur les coûts et puis sur la capacité des transporteurs à réaliser des livraisons dans de telles conditions. Et avec
des localités différentes les unes que les autres. Merci. Merci, merci. C'est vrai qu'en effet, là, il y a une responsabilité de l'État. Et vous voyez, c'est là. Pour s'assurer qu'il y a vraiment une équité dans l'accès à la santé. On va juste prendre la contribution de Rakot 24 et après on t'écoute, Pierre. Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Oui, en rejoignant ce que vient de dire Tina et Frédéric, à Madagascar, donc c'est la livraison au dernier kilomètre est prise en charge par le centre de santé et le coût, il prélève des prix des médicaments avec la majoration qui était déjà appliquée. Donc, il prend le coût du transport qui est souvent suivant ce que Tina dit, avec l'état de la route, les intrants sont transportés soit par charrette ou à dos d'homme, soit à vélo ou avec les pirogues ou par des camions même. Et d'un autre côté, alors, sur ce que dit Frédéric, il y a le remboursement au dernier kilomètre qui est financé aujourd'hui par le Fonds mondial. C'est un remboursement, mais le remboursement ne se fait pas automatiquement. Il y a des critères de remboursement, c'est-à-dire que si le centre de santé a fait une bonne gestion de ses intrants, c'est-à-dire qu'il a toujours eu une stock au niveau normal. Donc, c'est à ce moment-là seulement qu'il bénéficie du remboursement. Merci. Merci beaucoup pour votre précision. Est-ce que ça ne serait pas se tirer dans le pied de dire qu'on ne rembourse pas si vous avez une rupture de stock? Ben, le problème, c'est que la rupture de stock, elle peut être liée aussi au transport. Donc, on se tire une balle dans le pied. La condition, c'est réellement ça. Si on est en rupture de stock ou si on est en surstock, donc on ne vous rembourse pas les frais de transport des intrants programmes. Vous voyez, il faut faire attention aux indicateurs qui sont utilisés parce que si c'est un indicateur qui est néfaste, ça ne sert pas au développement. Deux mains qui sont levées. Ce sont des exemples, mais allez-y. Vas-y, Pierre. On prend les commentaires et puis après on... Merci. Donc, il y a une main qui s'est levée chez Serge et une main et Tiavina aussi. Mais la main qui s'est levée chez Serge, on vous donne la parole. Et vous êtes combien d'ailleurs chez Serge? Parce que c'est toujours, on ne sait pas bien. Chez Serge, vous êtes nombreux aujourd'hui? Oui, on est 6 aujourd'hui. Okay. On a 3 représentants pour Salama, 2 représentants pour la direction de santé familiale. Et c'est moi qui représente l'impact. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais un peu rajouter ce que les amis ont partagé tout à l'heure concernant les critères ou les indicateurs sur l'éligibilité de la remboursement sur le transport des intrants communes vers le district là, et pour rapatrier les intrants vers les formations sanitaires. Il y a la présence des rapports bons de commande. Ça, c'est un. Il y a la situation de stock de la pharmacie à gestion communautaire qui devrait être entre le stock min et max. Il y a le respect de la fréquence d'approvisionnement vers le district. Et tous ces rapports, tous ces documents-là sont tous validés auprès du médecin inspecteur au niveau de la district. Et c'est après cette validation des dossiers que le district envoie les rapports auprès de l'UCP,
de représentants du Global Fund là. Et ces trois critères qui sont les pièces maîtresses de la remboursement du frais de transport, ça c'est au niveau de formation sanitaire. Mais il y a aussi le système de remboursement de stockage des intrants programmes PALU, VIH-Sida et TIPI auprès de la pharmacie du Gros, du district. Et il y a un pourcentage sur l'espace, la volume occupé dans la phase 10 que le programme fait le calcul pour le remboursement de stockage. Merci. Tu es muté. Tu es sous-muet. Je suis muet. Merci Pierre. Excuse-moi. On va prendre la dernière contribution de Tiavina, s'il vous plaît. Et merci en tout cas pour ces précisions, en effet, sur les critères d'éligibilité pour le remboursement. Comme le soulevait Pierre, c'est un point, bon, je suis sûr que c'est un point très compliqué. J'imagine que c'est un point très compliqué, donc, mais en effet, c'est un point qui doit être qu'il faut bien suivre de près, quoi. C'est très intéressant. Tiavina, on vous écoute. Oui, merci Gilles. En fait, à Madagascar aussi, comme la plupart des forces sanitaires sont très reculées et enclavées, il y a un projet qui s'appelle projet Drone, initié par PSI en fait. Et PSI a fait une sous-traitance avec une entreprise qui s'appelle la Real Métrique, qui distribue les médicaments, programmes vers les formations sanitaires en drone, par drone. Et c'est très bénéfique pour les formations sanitaires très reculées parce que parfois, pour aller dans ces formations sanitaires-là, on va en canotte ou à pied ou à dos d'homme. C'est presque, oui, presque, dans certains, on va de plusieurs jours à pied. Et c'est très difficile pour les personnels. C'est très, très bénéfique, en fait. Oui, et voilà. Merci Voilà. beaucoup. Il y a pas mal de pays quand même, hein, en effet, où il y a des contraintes similaires sur le dernier kilomètre qui rendent, en effet, ces éléments très, 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 très compliqués. Hein. Voilà, je me souviens du Pakistan, je me souviens d'autres pays voilà, où on a vraiment des contraintes très, très, très importantes. Gilles, oui, Pierre, Gilles, oui. Ce que je voudrais dire, c'est que normalement. Excuse-moi, Pierre, juste t'interromps pendant que tu fais ce commentaire et on va prendre aussi le commentaire de Tiavina juste après, mais on peut lancer le sondage, comme ça on fait ça en même temps. C'est un sondage vraiment, bon, c'est à titre informatif, mais selon vous, comme ça, si vous deviez choisir d'externaliser quelque chose, voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Pierre, à toi, excuse-moi de t'avoir interrompu. Je disais que, en fait, il y a une discussion cachée là. C'est que tous ces coûts qu'on les met au bout à bout, on fait payer le patient. Le paracétamol, on l'achète à base 100 et le patient, il achète 160, 190 selon les pays. C'est très cher, extrêmement cher. Donc, en fait, la logique devrait être qu'est-ce qu'on fait pour faire baisser ce coût, sachant que une des meilleures centrales d'achat d'Afrique francophone, d'Afrique anglophone, même si elle a des problèmes qui sont liés à d'autres sujets, c'est la KEMSA au Kenya qui facture 2% à l'achat, 3% à l'entreposage et 5%. Ça veut dire que 2 plus 3, ça fait 5, plus 5, ça fait 10. Ça veut dire que sur base 100, ils restituent aux formations sanitaires à 110. Comment ils ont réussi à faire ça? C'est en retirant les intermédiaires, en faisant du transbordement dans un pays qui reste très large. Il est peut-être 2 ou 3 fois
Madagascar, 2 ou 3 fois le Burkina Faso. Et ils ont réussi à être extrêmement efficaces et à gagner en économie d'échelle. Ça, c'est très important. C'est une considération, car plus le prix des médicaments essentiels est peu cher pour les patients, le plus ils vont consommer et le moins ils vont consommer dans les marchés illicites. C'est très important, on restitue de l'accessibilité financière. C'est le grand problème et qui n'est rarement discuté parce qu'on ne parle pas du coût total pour le patient. Et je voudrais remettre ça sur la table parce que c'est très important dans notre discussion. À toi. Merci Pierre. Bon, je crois que tu as fait quand même. T'as dit, alors déjà, on va regarder le sondage, mais avant de regarder le sondage, bon, on va regarder sur Wikipédia la taille de la Grande Île et la taille du Kenya. Et je ne suis pas sûr de savoir qui est le plus grand. Mais je te laisse. Moi, je dis que c'est le Kenya. Je ne suis pas sûr. Mais bon, Wikipédia est là. Donc, transport donc là, du dernier kilomètre et logistique inversée, c'est voilà. ce qu'il faudrait sous-traiter. Ce qui ressort le plus, hein, voilà, comme les choses qui devraient être le plus renseignées, 0% sur l'achat. En effet, voilà, c'est pas les ressources humaines, voilà, très peu. L'entreposage, non. L'entreposage, c'est souvent une fonction qui est facilement. Mais là, en l'occurrence, donc. Merci, voilà. Ce qui est amusant, c'est que l'achat finalement des produits programmes, le Fonds mondial le sous-traite. Ouais. La prise de commande et PPM, mais par contre, l'information de PPM est transmise à des acheteurs professionnels qui sont IDEA aux Pays-Bas, qui sont Chemonix, qui sont un certain nombre d'entreprises, mais les produits programmes, en règle générale, dans les pays qu'on vient de citer et à Madagascar, c'est sous-traité. UNFPA ne veut pas que la centrale d'achat achète les produits programmes de la santé familiale. Ils le font dans leur filiale de la Supply Division à Copenhague. La même chose pour UNICEF. À toi. Merci. Donc, merci pour ça. Il y avait une main qui était levée. Alors, je vois qu'elle n'est plus levée maintenant, donc je ne sais pas si on veut y répondre. Alors, juste quand même que je suis quand même allé vérifier là, pendant qu'on se parlait. La superficie du Kenya, c'est 582 000 km². 582 000 km². Et Madagascar, c'est 587 000 km². Donc, Madagascar, à tout seigneur, tout honneur, vous avez la plus grande superficie. Voilà. Et une complexité de supply chain, en effet, très avancée, parce qu'en effet, comme vous l'avez très bien décrit tous, moi, je ne connais pas Madagascar, je n'ai pas cette chance-là, mais je sais qu'il y a des parties qui sont très difficilement accessibles. Merci. S'il y a des questions voilà, sur l'ensemble du cours, pour finaliser, on est à la fin là, du cours. On a pratiquement tout finalisé. Rapidement, juste pendant que vous réfléchissez, si vous avez des questions, qu'il y a des mains à lever, vous allez, quand vous aurez fini le module 7, vraiment, on vous engage, s'il vous plaît, à bien remplir voilà, l'évaluation du cours. C'est important pour nous. Si vous avez des commentaires spécifiques que vous souhaitez mettre sur le cours, si vous avez des commentaires qualitatifs, des descriptions, des suggestions pour qu'on améliore ce travail, vraiment, ce sera toujours très bienvenu. Vous le voyez, on fait le maximum, enfin, on essaie de faire le maximum pour que ça se passe bien pour tout le monde, que ce soit du temps que vous passez, qui soit valorisé. Donc, vraiment, tous les retours sont très positifs. Donc, quand vous avez le dernier cours, voilà, vraiment, n'hésitez pas à mettre l'évaluation et puis rajouter des éléments. Donc, voilà, il faut terminer, tout le cours doit être terminé avant le 4 juillet 2022. Donc, le 4 juillet, c'est vraiment la deadline pour terminer. Donc, ça vous laisse quand même encore du temps pour ceux qui ont du retard, pour compléter tous les cours à faire, tout rattraper. Les certificats CPD, donc de Continuous Professional Development, seront développés qu'aux participants qui ont suivi l'intégralité du cours. Sur l'évaluation finale, vous avez 5 tentatives. Donc, 5 tentatives. Et si, au bout de 5 tentatives, vous n'atteignez pas 60% de réussite, vous ne pourrez pas avoir le certificat de formation continue. Il ne pourra pas être délivré.
vous aurez un certificat de participation uniquement, d'accord, et non pas un certificat d'atteinte des objectifs. Et puis, on va préciser aussi une cérémonie pour la remise des certificats très bientôt. Donc, voilà un peu pour les éléments à partager. Encore une fois, si vous avez des questions, des suggestions, des points que vous souhaitez partager aujourd'hui, n'hésitez pas. En même temps, on peut lancer le sondage pour évaluer la session d'aujourd'hui. Voilà, si on peut lancer le sondage. Serge, il y a une main qui se lève chez Serge, donc on vous écoute. Can you launch the poll in the same time? Merci. Oui. Oui, Serge, on vous écoute. Excellent. Oui, merci beaucoup. Juste une petite doléance là sur le récap du suivi du cours là. Si vous pouvez partager le graphe sur le suivi du cours. Ça, c'est le premier. Le second, c'est... Oui, oui. Oui, on le partagera. On le partagera, c'est noté. On va partager ça. Et le second... Merci beaucoup, merci d'avance. Mais le second, c'est par rapport au deadline du 4 juillet, là. Vu qu'il y a certains apprenants qui sont toujours en mission, et pour les cas d'impact, il y avait un regroupement ici à Tana à partir de 28 juillet, là, il y a beaucoup des conseillers régionaux qui sont en déplacement. Est-ce que on pourrait reculer un peu la date 4 juillet si ça vous convient? Pour nous, on n'a pas de problème de notre côté. Hein. C'est vraiment de votre côté. Il ne faut pas que ça traîne trop longtemps, quoi. C'est pour ça. Mais il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut tomber dans... Ce qui serait idéal dans ce cas-là, c'est, Serge, si vous pouviez voir avec les participants quelle est la date qui convient le mieux, vous nous dites et nous, on s'adaptera. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça, quoi. OK. OK, merci. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toutes. Vraiment, merci pour vos... Et la fête nationale, c'est quand la fête nationale de Madagascar? 587 000 km². Hein. 587 000 km², Madagascar. Donc, c'est un grand pays. J'apprends toujours. Merci. Pays. On apprend toujours. C'est le 26 juin, la fête nationale. Le 26 juin. Le 26 OK. juin, ouais. Merci. Merci beaucoup. National, alors. Ouais. Oui, merci. Célébration. Merci. Oui, merci. Vraiment, merci à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Merci pour votre présence. Ça a été un grand plaisir de travailler avec vous tous. De toute manière,